Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Further Together. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Virginie Thiener avec nous pour parler du Web3 et des évolutions d'Internet pour les sociétés et les particuliers. Je suis très heureuse de pouvoir discuter avec toi, Virginie, aujourd'hui et de découvrir comment tu as atterri dans ce monde et quelle est ta vision sur le futur de cette transformation digitale. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet et je vais te demander de nous partager un tout petit peu ton parcours déjà pour comprendre qui tu es et pour comprendre pourquoi je t'ai invité aujourd'hui. Eh ben, merci déjà de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi et d'être là aujourd'hui. Un petit point sur mon parcours. J'ai un parcours qui a été assez, on va dire, diversifié, qui est assez atypique, entre guillemets. J'ai fait des études en fait en économie, donc a priori rien à voir avec la technologie. J'avais une spécialité en management, mais de la net économie quand même, des organisations de la net économie, donc j'avais quand même déjà un intérêt pour ce domaine-là. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la communication et ensuite pendant 8 ans dans les métiers de la qualité, sécurité, environnement. Donc encore une fois, rien à voir avec la tech. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en parallèle, moi, ça a toujours été une passion, en fait, la technologie de manière générale. Et en parallèle, en fait, je faisais différentes recherches. J'avais des amis, notamment en 2014, qui m'ont parlé du Bitcoin parce qu'ils minaient du Bitcoin. Donc à l'époque, moi, ça me parlait pas du tout parce que c'était un Bitcoin et ce que c'était de miner. J'imaginais vraiment le mineur avec sa pioche qui allait miner. Et donc j'ai recherché en fait ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était. Et bien sûr, derrière, j'ai découvert une philosophie et j'ai aussi découvert une technologie, celle de la blockchain. Petit à petit, en fait, peut-être en 2018-2019, j'ai commencé à intégrer certains projets Web3 en parallèle de mes activités. Donc, ça a commencé à faire beaucoup. J'ai fait ça pendant peut-être 2, 3 ans. C'était important pour moi de voir si une entreprise, enfin, comment une entreprise Web3 se gérait, comment est-ce qu'elle évoluait, est-ce que c'était différent en fait d'une entreprise traditionnelle ou pas. Fondamentalement, non, tu as juste une technologie un petit peu différente qui est là, donc il faut des acteurs avec certaines spécificités, mais sinon, c'est pareil. Et en 2022, j'ai sauté le pas, on va dire ça comme ça, un petit peu par la force des choses, parce que j'ai quand même fait un burn-out qui m'a conduit à arrêter mon activité et puis à me dire à un moment donné, bon, il faut se focaliser sur les choses qui me portent et qui sont importantes pour moi. Donc, on est trois associés à avoir fondé Mintup en 2022. Et dans la foulée, j'ai aussi créé du coup Origin Consulting. Euh, Juste pour te décrire un petit peu ce qu'est Mintup. Mintup, donc, c'est une agence de développement web. On intègre en fait dans nos technologies les technologies blockchain, principalement EVM compatible. Et on intègre aussi pardon, depuis peu un module plus IA, où là, ça va être des demandes assez simples sur l'IA. On va rester sur l'IA générative, mais des petits chatbots, des choses comme ça, notamment pour des services clients ou ce genre d'utilisation, où ça peut être vraiment pratique pour le client. Donc voilà, on a créé Mintup en 2022, mais là, ce dont je te parle, ça a été vraiment un changement qu'on a fait en début d'année, donc il y a 9 mois maintenant. Parce qu'en 2022, en fait, on avait sorti un outil, no code, qui permettait à tout le monde de créer sa collection NFT, du coup, sans avoir à coder. Et puis, en fait, on s'est aperçu que notre clientèle nous demandait autre chose, nous demandait tout le temps plus, de customiser, de faire vraiment des choses sur mesure. Donc, on a décidé, en fait, de faire réellement une agence sur mesure pour répondre aux problématiques de chacun et pouvoir satisfaire un petit peu tout le monde. Super. Et du coup, le nom Mintop, c'est par rapport à Minté, j'imagine. Exactement. Ok, Exactement. ok, ok, super. Et par rapport justement au parcours dont tu nous fais part, euh, quelles ont été les leçons que tu as pu tirer de ces expériences que tu as eues dans les projets entreprises Web3 que tu as eu juste avant, qui t'ont permis de créer aussi tes propres projets? Euh, Plein de choses. Alors, il y a différentes choses. Il y a une chose qui va être plus sur le côté humain. Mhm. Euh,
pense qu'à un moment donné, il faut lâcher prise, c'est-à-dire quand on n'est pas bien dans une situation, il ne faut pas se voiler la face. Enfin, en tout cas, voilà, euh, il faut être en accord, je pense, avec soi-même. Et à un moment donné, même si créer une entreprise, c'est prendre des risques, d'autant plus que moi, je suis tombée enceinte pile quand j'ai démissionné de ma boîte. Donc, j'ai lancé une boîte en étant enceinte. Enfin, voilà, c'était une transition qui était pas forcément facile, mais ça a été le meilleur choix de ma vie. Donc, ça, déjà, c'est une des leçons que je retiens, c'est-à-dire que la sécurité de l'emploi, entre guillemets, enfin, en tout cas, je sais que nous, en France, c'est très bien vu d'avoir un CDI. Enfin, tu sais, la famille aime bien que tu es dans une case comme ça, tu as ton Mhm. CDI, tu as ta maison, etc. Bah, en fait, c'est OK si toi, tu n'es pas dans ce moule-là et que toi, ça ne te correspond pas et qu'en fait, ta zone de génie, elle est ailleurs. Euh, et je pense que voilà, ça a été déjà une grande leçon que je retiens, c'est-à-dire que prendre des risques qui sont pas inconsidérés non plus. Enfin, c'est-à-dire, Mhm. je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai des capacités, je sais qu'on est une bonne équipe, je sais que le business peut marcher, etc. Donc, enfin voilà, c'est pas non plus se lancer sans regarder ce qu'il y a autour, sans analyse, mais ça, c'est la première chose que je retiens. Et la deuxième chose que je retiens, c'est, alors à l'époque, on était dans une autre époque aussi financière, c'était beaucoup plus prospère, Mhm. dans l'idée où en fait 2019, 2020, 2021, les cryptos, on était en bull market, c'était vraiment, ça a explosé de partout, les NFT se vendaient à des prix colossaux. Enfin, colossaux. Enfin voilà, c'était un peu la folie, c'était un peu une petite bulle aussi. Et à l'époque, il y avait énormément de projets qui se lançaient, qui n'avaient même pas de MVP ou quoi que ce soit, qui se lançaient juste en fait avec une idée et qui parfois pouvaient avoir des investisseurs qui allaient les suivre sur plusieurs millions. Mhm. Euh, Ça, si tu veux, déjà à l'époque, moi je comprenais pas, je me disais, purée, mais dans le secteur tradi, ça n'existe pas en fait. Enfin, ou ça n'existe plus, peut-être que ça existait à un moment donné sur certains secteurs, certains domaines, je sais pas. Mais là, ça a été vraiment un choc en fait pour moi de voir des levées de fonds, pardon, à 4 5 millions sur pratiquement rien. Euh, Et et ça, la... excuse-moi, Pardon. juste pour Non, non, vas-y. toucher ce sujet-là, comparé au, comme tu dis, au marché traditionnel de créer son entreprise, dans le Web3, ces levées de fonds étaient vraiment exponentielles. Mais comment les, les leaders de projets, les gestionnaires de projets trouvaient ces investisseurs? C'est à travers des plateformes, c'est à travers son réseau, à travers comment ils lèvent ces fonds? Alors, moi, de ce que j'ai vu et connu, c'était principalement grâce au réseau. Souvent, en fait, quand tu vas développer ton projet, quand c'est du Web3, tu vas choisir principalement une blockchain. Parfois, tu Oui. peux être sur différentes blockchains, mais principalement une blockchain. Donc, avec cet écosystème, bah, il va y avoir un réseau de personnes qui vont être là un petit peu à l'affût des nouvelles choses qui vont sortir. Et tu as toujours des investisseurs. Enfin, aujourd'hui, tu n'en as presque plus. Mais à l'époque, tu avais énormément d'investisseurs et même des particuliers, hein, c'est-à-dire que tu avais des particuliers qui allaient investir dans les Friends and Family, euh, je sais pas, même 10 000, 20 000, 30 000 euros sur une idée, enfin, tu vois, sur un truc qui n'avait pas de MVP, et je répète, qui était vraiment un peu nébuleux, enfin, tu vois, une idée qui était sortie comme ça, qui n'était pas fausse, je dis pas, Mhm. mais il n'y avait rien de vraiment palpable, en fait, si tu veux. Et, euh, et en fait, ce que je retiens, c'est que ça m'avait énormément choqué la manière dont ça avançait, parce que je me disais, bah, purée, en fait, enfin, c'est assez simple de lever des fonds. En fait, derrière, il y a énormément de personnes qui levaient des fonds pour payer des salaires. Donc là, déjà, à partir de ce moment-là, je trouve que c'est pas très stable, en fait, comme situation. Si tu n'arrives Mhm. pas toi-même à générer du cash, c'est qu'il y a un Oui. problème. Et en fait, ben, on a vu que tout ça s'est un peu écroulé. C'est-à-dire que tu as tout cet engouement avec tous les investisseurs aussi qui sont un peu brûlés les ailes dans leur investissement, les particuliers aussi. Et donc, bah, le bear market faisant, voilà, ça a épuré la place. Enfin, tu regardes, hein, entre, Oui. je sais pas, il y a peut-être 3 ans encore, et le nombre de projets qu'il y avait à l'époque et le nombre de projets qu'il y a aujourd'hui, je sais pas par combien on a divisé, mais franchement, par beaucoup. Enfin, il y Mhm. a peut-être aujourd'hui 2 projets sur 10 qui sont restés parce que c'était des projets viables, qui n'étaient pas des scams, qui n'étaient pas des Ponzi et qui n'étaient pas là pour se payer des salaires sur une levée de fonds et pas sur une activité. Enfin, donc ça, c'est peut-être aussi, tu vois, un truc qui a été important pour moi. Et là, c'est plus sur le côté
finance, etc. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée dans le Web3, enfin, quand je suis rentrée, dans le sens quand j'ai intégré des projets au début, bah, en fait, tu as l'impression que tout est facile, tu vois? Que ça roule tout seul et en fait, non, après, tu es rattrapé. Enfin, c'est une Et trend et après, tu es rattrapé. Et toi, justement, pour aussi les personnes qui nous écoutent, quand tu es rentré dans l'écosystème, est-ce que tu avais des compétences techniques ou est-ce que tu t'étais déjà éduqué à l'écosystème ou tu y allais justement pour t'y éduquer, pour t'informer, pour apporter aussi tes propres connaissances et compétences? Comment tu t'es intégré à cet écosystème et est-ce que tu as eu peur d'être jugé parce que tu étais peut-être néo-native dans cet écosystème? Euh, Comment tu l'as vécu cette entrée et cette première phase de collaboration? Il y a un peu des 2 en fait. C'est-à-dire que, moi, je m'étais intéressée à tout ce qui était, philosophie, technologie, mais c'est vrai que, Mmh. à l'époque, il y avait peu de documentation, en 2014. C'est pas, là, aujourd'hui, tu tapes NFT, crypto, blockchain, Oui, boum, oui, tu as énormément d'articles, enfin de sources sûres et tout. À l'époque, je te promets, tu faisais une recherche Google, tu avais, pas grand-chose, vraiment. oui, Donc en fait, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que je me suis rapprochée de certains développeurs, enfin par hasard en fait, hein, LinkedIn a été mon meilleur ami, et je me suis rapprochée de développeurs qui étaient un peu autour du monde, principalement au Royaume-Uni. J'ai beaucoup échangé avec des personnes du Royaume-Uni, aux États-Unis aussi. Et en fait, ces personnes-là m'ont aidé à comprendre bah, qu'est-ce qu'un smart contract, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert finalement, parce que oui, c'est difficile à palper, même si tu comprends derrière, ok, ça oui. s'applique comment, où, dans quel cas. Et en fait, derrière, une fois que j'avais des bonnes bases, je me suis dit, ok, maintenant dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Et c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer, à l'époque, j'avais intégré un premier projet, c'était une blockchain, un projet blockchain. Donc c'était intéressant parce que ça fonctionnait en mode DAO. Et tu vois, Ouais, c'était vraiment cool de voir en fait comment ça fonctionnait, que les décisions étaient prises bah, vraiment à travers des votes, etc. Bon, de voir aussi que les DAO peuvent avoir des limites, enfin, c'est-à-dire ouais. c'est un très beau modèle, mais ça fait pas tout non plus. Enfin, 100% Mmh. DAO, parfois ça peut être dur à gérer aussi. Et puis après, j'ai intégré une marketplace NFT qui avait un projet de métaverse. Et là, c'était aussi très intéressant bah, parce que NFT, qu'est-ce que c'est, comment ça se monétise, quel type de projet va intéresser, comment les gens montent leur projet, etc. Et si tu veux, en fait, ça m'a permis de faire un peu le transfert sur des choses plus pratiques, de passer de la théorie à la pratique. Après, de ce qui est de mes compétences, enfin, je suis pas développeuse du tout. Mmh. Je vais comprendre comment ça fonctionne, je vais pouvoir le vulgariser, par exemple, mais je ne sais pas le faire. Et c'est pour ça que, notamment chez Mintup, ben, on a tous des rôles bien définis, là où on est dans notre zone de génie, entre guillemets, là où on sait faire les choses. Et moi, développer, j'espère un jour avoir du temps pour apprendre, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose que je sais Et faire. toi, du coup, dans les projets que tu rejoignais, en quoi tu pouvais contribuer et comment ils t'ont accueilli pour contribuer à quel aspect du projet? Bah, en fait, sur le projet blockchain, le premier projet, c'était comme ça fonctionnait en mode DAO. En fait, j'étais simplement membre de sous-gouvernance. OK. Enfin jury, j'étais jury dans 2 sous-gouvernances. Donc en gros, ben, il y avait, 10 membres, du jury à chaque fois par sous-gouvernance et bah, tu votais en fait pour les projets, pour les directives. Donc ça te permettait, ben, moi, c'est vraiment sur ce côté, on va dire stratégie, sur ce côté, vision d'ensemble, et cetera, que j'avais ma force sur ce premier projet-là. J'étais dans une sous-gouvernance sur tout ce qui était, heu, réseaux sociaux et sur une autre sous-gouvernance qui était sur l'éducation. OK. Parce qu'effectivement, je donne beaucoup de cours aussi en école, d'ingé, de commerce. Donc ça correspondait bien aussi avec mes compétences. Et sur le projet, de marketplace, là, c'est un rôle différent. Je suis rentrée entre guillemets «par la petite porte», c'est-à-dire que je suis rentrée par l'animation des réseaux sociaux. Et puis en fait, petit à petit, bah, j'ai grandi, on va dire, dans l'écosystème. Et le dernier projet qui était en date, c'était de faire une académie, donc de penser en fait toute l'académie, toute la manière de récompenser les utilisateurs, et cetera, et cetera. Mais ce qui est super intéressant et chouette à entendre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à développer
et beaucoup de départements à créer encore dans cet écosystème. Et donc, on peut apporter des compétences, chacun, chacune peut apporter ses compétences pour avoir bien sûr une compréhension de l'écosystème et une volonté aussi d'y contribuer. Mais c'est super important. Maintenant, pour revenir un petit peu à vos projets à vous, à votre Ouais. entreprise, et pour en parler également de ce que vous avez créé, comment vous, vous aidez donc les entreprises à transitionner du Web 2 au Web 3 et qu'est-ce que vous leur apportez dans votre guidance, dans vos conseils de transition? En fait, il y a deux entrées, en fait. La première entrée, c'est déjà d'un point de vue accompagnement sur un côté, on peut dire formation, c'est-à-dire vulgariser certains termes, expliquer. Parfois, on travaille avec des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances de l'écosystème Web3, ou en tout cas sur des spécificités, des petits détails, des choses comme ça, où nous, on va être plus aguerris. Donc là est aussi notre travail, c'est-à-dire que parfois, il y a même des gens qui viennent nous voir, qui veulent absolument des NFT. On leur dit non, là, ça ne sert à rien de mettre du Web3 dans ton Mhm. projet, ça ne sert pas. Enfin, ça nous arrive aussi, hein, et plus souvent que l'on pourrait le croire. Euh, donc derrière, en fait, si tu veux, on a aussi tout ce rôle d'accompagnement et puis de transmission de connaissances, enfin, et parfois de mise en garde. Et d'un autre côté, pardon, pour qu'il y ait un parcours aussi fluide pour le porteur de projet, mais aussi pour les utilisateurs de son projet, on intègre des solutions qui vont faciliter l'adoption de ces technologies. Ok. C'est-à-dire que la majorité du temps, on va mettre en place des smart wallets, on va travailler avec des blockchains qui permettent à l'utilisateur final de ne pas payer les frais de gaz. Mhm. C'est le porteur de projet qui, par système d'abonnement, etc., va prendre à sa charge les frais de gaz et du coup va s'occuper en fait vraiment de ces transactions-là, du coût de ces transactions. Et c'est tout bête, mais en fait, ça, c'était deux gros freins à l'entrée, deux Mhm. grosses barrières à l'entrée qui faisaient un petit peu peur aux gens, en fait. Enfin, tu vois, quelqu'un qui n'y connaît rien, tu lui dis, bah, vas-y, crée un wallet, et puis après, achète, enfin, prends, je sais pas, de la VAX ou n'importe quelle crypto Oui. pour payer tes frais de gaz. Enfin, là, tu as perdu, je sais pas, 98% de la population, peut-être même plus. Oui. Donc, en fait, nous, c'est ça qui est hyper important. C'est à la fois d'acculturer les personnes et en même temps d'accompagner chaque projet pour avoir une solution qui soit simple et fluide, en fait. Mais est-ce que vous avez vous-même votre propre produit que vous implémentez pour les clients ou vous utilisez des produits qui sont créés sur les blockchains que vous implémentez pour le client? Non, en général, alors si tu veux, il y a certaines blockchains qui vont permettre de faire certaines choses. Par exemple, on travaille avec une blockchain qui s'appelle Artera. C'est une blockchain qui est assez récente, mais qui, notamment sur tout ce qui va être frais de gaz, ce que je t'expliquais Mhm. auparavant, va justement permettre à l'utilisateur final de ne pas avoir à payer ses frais de gaz. Donc après, on fait un choix aussi, on sélectionne certaines blockchains qui ont une Ouais. manière de travailler, qui mettent à disposition aussi des choses, parce que tout n'est pas possible Mhm. sur chaque blockchain. Après, le smart wallet, ça c'est simple, enfin c'est simple, c'est ni plus ni moins le fait de créer un wallet pour l'utilisateur. Donc en gros, bah, tu sais, l'histoire des keys, c'est juste qu'en fait, lui, il ne va pas détenir ses clés privées. Mais ça, en réalité, sur un utilisateur qui est là pour un NFT, etc., lui, il peut ensuite transférer son NFT sur un wallet privé, enfin un wallet dont il détient les clés privées s'il en a envie plus tard, mais au moins on permet à chacun d'accéder à cette technologie. Ouais. Et donc c'est des solutions qu'on crée, mais en réalité c'est pas très très dur à réaliser en fait. Et les smart wallets sont donc plus facilement accessibles par le grand public. C'est un login général avec email, mot de passe, c'est ça, hein? Exactement. Et en fait, souvent on fait même une connexion via Google. Ok. Tu sais, via ton compte Google. Ouais. Donc, parce que la majorité des personnes, en fait, quand elles sont sur Internet, elles ne veulent même plus rentrer de mot de passe ou quoi que ce soit, Ouais. tout en compte Google. Ok. Donc, effectivement, bah, ça, oui, ça permet de fluidifier quand même Bien l'utilisation, sûr. enfin, de fluidifier l'expérience utilisateur. Et Oui, donc, oui, oui. nous, si tu veux, c'est important, en fait, de ne pas proposer des solutions qui sont complexes. Si Mhm. on propose quelque chose qui est complexe, on reste dans notre petit monde de geek et en fait,
on va se satisfaire nous, et encore, je suis même pas sûre, on va pas satisfaire le client et on va surtout pas satisfaire le client final. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de fluidifier les choses et de se creuser la tête, de trouver les solutions pour que ce soit le plus fluide possible pour tout le monde. Et quels sont les retours des entreprises qui font cette transition et auxquelles vous apportez une nouveauté dans leur business model, dans leur relation client? Ils sont contents? Ils se disent c'est trop tôt? C'est quoi les retours que vous avez? Bah, en général, oui, ils sont contents. Enfin, les solutions, de toute façon, on les valide à chaque fois avec eux. Après, sur l'utilisation, bah, effectivement, tu sais, il y a même des personnes. L'idée, en fait, c'est qu'une personne ne sache pas qu'il utilise une technologie. Oui, Et un NFT, ouais. c'est finalement un outil, quand tu Mhm. réfléchis bien. Et donc, en fait, bah, les gens sont contents parce qu'en fait, ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent d'un point de vue sécurité, d'un point de vue parfois horodatage, d'un point de vue chacun a ses problématiques et ses enjeux. Euh, les porteurs de projets arrivent à répondre à leurs problématiques, enfin, en tout cas, à ce qui est important pour eux, tout en délivrant un produit au client final qui va être très fluide. Donc, oui, effectivement, en général, jusqu'ici, je croise les doigts, on n'a pas eu de... Tout le monde est content. Super, super, mais c'est super chouette. Et si maintenant je te demandais pour clôturer cet entretien, quelle est ta vision de l'avenir de cette technologie et comment elle impacte notre société et notre utilisation d'Internet? Alors, tu as forcément, en utilisant la blockchain, des choses qui vont aller avec, du type une sécurité qui va être accrue, des registres qui vont être publics ou semi-publics ou parfois privés, ça dépend des blockchains qu'on va utiliser. Euh, je pense que la blockchain toute seule peut déjà faire énormément de choses, mais quand tu ajoutes des technologies comme par exemple l'intelligence artificielle, qui est aussi en plein boom en ce moment, alors je pense que ça va retomber aussi, enfin, on va épurer aussi tout ça et garder que ce qui est essentiel Ouais. bientôt. Mais je pense qu'en fait, la combinaison de différentes technologies vont permettre d'avoir en fait justement un Internet où on va pouvoir être ben, déjà plus propriétaire de nos données, plus Mhm. maître de nos datas, avoir des transactions. Quand j'ai transactions, c'est simplement aussi des transferts, enfin tu vois, c'est pas forcément une transaction de monnaie, Ouais. qui vont être beaucoup plus sécurisées. Nous, dans les pays européens, on a, je veux dire, au niveau économique, etc., bancaire, financier, on a moins de soucis que dans d'autres pays, notamment, je peux te citer le Nigeria ou d'autres pays comme ça, qui sont bancarisés à 39%. Bon, bah là, enfin, je te laisse imaginer en fait la délivrance que ce genre de solution peut apporter. C'est-à-dire que quand tu as un pays qui est bancarisé à hauteur de 39%, il y a énormément de corruption en plus. D'apporter une solution où en fait tu as juste à te connecter sur Internet, tu as juste besoin d'une connexion Internet pour accéder à ton propre wallet où tu détiens ton argent, où personne n'a la main dessus, personne ne peut le bloquer, etc., etc. Ben, je pense qu'on avance vers quelque chose qui va être plus libre en fait. Mhm. Alors après, moi, j'apprécie cette vision et j'adhère à cette mentalité, cette philosophie. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'il ne va ne rester que la finance décentralisée et que la blockchain? Non, je pense pas, parce que en plus, il faut pas de la blockchain partout. La finance décentralisée, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi quelques régulations, parce que si on n'a que ça, c'est comme partout. Enfin, à un moment donné, je pense que il peut y avoir certaines dérives aussi. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, si tu veux, tout va un petit peu pas s'emboîter, mais tout va un petit peu s'arbitrer et trouver un équilibre, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est là où ça va être l'enjeu qui va être difficile, c'est entre trouver l'équilibre entre la régulation et respecter la philosophie initiale de la décentralisation et de la liberté de posséder des actifs. Euh, et donc, effectivement, à voir comment ça va évoluer.
avec Mika notamment aussi. Ouais, Mais en tout cas, un grand merci Virginie pour son partage merci à toi. d'expérience sur ton entrepreneuriat, sur tes projets, sur ta vision aussi de l'écosystème. Et j'ai vraiment hâte de voir l'évolution aussi de vos projets et de voir aussi l'évolution de l'écosystème encore. Donc, Et un oui, grand merci d'avoir participé à notre podcast et au plaisir de retrouver les auditeurs à la prochaine édition. merci à toi.